C'est une joie de se voir réunis tous, très chaleureusement, dans un décor magnifique, bien sûr. Donc, Madame, le Prince, Madame et Monsieur de l'Académie, chers amis, vous êtes très nombreux, nous sommes très nombreux en ce beau palais de l'Interallié pour accueillir Evelyne Demé-Paul Reynaud, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir nous présenter ses analyses historiques, mais aussi les souvenirs et les sentiments d'une fille envers son père. Paul Reynaud était député pendant plusieurs décennies du Nord, et Dominique Jacques Demé est originaire lui-même du Nord. Il y avait évidemment de multiples raisons de nous réunir au Paris du Nord ce jour. On connaît tous à Paris, place du Palais Bourbon, cette plaque où on voit le nom de Paul Reynaud marqué. Vu la qualité de l'assistant, je vais taire maintenant mon intervention et laisser Evelyne Demé nous parler ce soir. Merci. D'abord, merci Thierry Provost de me permettre d'allier pour une fois le souvenir de mon père et mon penchant coupable pour les gens du Nord. Dieu sait que les gens de ma génération ont détesté Paul Reynaud, l'enfant chéri de la défaite. Dieu seul sait s'ils ont eu raison. Ainsi commençait un article de Jean Ferré dans le Figaro. C'était en 1980. Les années de guerre étaient encore fraîches dans les mémoires et Paul Reynaud, pour beaucoup, incarnait la défaite. Pire encore, il avait été le Cassandre des années d'avant-guerre, celui qui annonçait le drame, et il a subi le sort du porteur de mauvaises nouvelles de la Grèce antique, tenu pour responsable des mauvaises nouvelles. Mais à côté de tous ceux qui détestaient Paul Reynaud, il y avait ceux qui célébraient sa clairvoyance et son courage politique. Le plus petit mais le plus grand des parlementaires, disait Édouard Herriot. Et puis il y avait ceux qui l'aimaient. Tous ses collaborateurs étaient profondément attachés à lui. De l'un d'eux, on disait, Lacave, c'était son nom, il se ferait couper les deux mains pour Paul Reynaud. Cette expression avait fortement marqué mon imaginaire de petite fille. Ses amis se répartissaient sur un éventail aussi large et varié que ses ennemis. Mais, en ce qui me concerne, il a fallu que je concilie les deux images. Peut-être parce que j'ai toute ma vie été hantée par le mythe d'Antigone. C'est une vieille histoire. Il avait eu un accident de bateau et il avait eu mal à marcher. Il s'appuyait sur mon épaule en disant « Tu es mon Antigone ». J'avais 10 ans, il en avait 80. Antigone, elle, accompagne son père, Édipe, le roi déchu, sur la route. Ma route, ce fut d'éclairer, rectifier, essayer de comprendre. Ce que nous allons faire ici. La chatoyance d'une intelligence, la tragédie d'un échec, l'ingratitude des Français, étrange destin que celui de Paul Reynaud. Pour l'éclairer, ce n'est pas sa vie que je vous propose, mais plutôt un arrêt sur image, sur deux points clés de sa carrière, la rupture de 40 et l'après-guerre, qui se termine par la rupture avec De Gaulle. On verra le destin approcher Paul Reynaud, le frôler pour finalement l'abandonner en juin 40, avant de le remettre sur scène après la guerre. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est la majorité d'entre vous ici, brossons un rapide portrait du personnage. Une vitalité peu commune. Toute sa vie, il a été globe-trotteur, il a fait plusieurs fois le tour du monde, la première fois à 20 ans. Athlète, il faisait Paris-Barcelonnette à bicyclette. Avocat, écrivain, député, tribun, européen. Cette vitalité, il la puisait dans le berceau de ses ancêtres, la vallée de l'Ubaye, Barcelonnette, où il est né, où il a passé toutes ses vacances d'enfant, où il aimait à revenir. Il est né, disait le maréchal Lyautey, près de ces rochers qui ne donnent que des fruits rares et savoureux. Quand Paul But le rencontre pour la première fois, Paul Reynaud a plus de 75 ans. Élastique, cambré, il jaillit de l'embrasure et pointe sa main vers mon cœur comme un fleuret.
Je contiens un cri que le respect me rentre dans la gorge. À cette minute, je voudrais être non point chroniqueur mais médecin. Au-delà de la paume offerte, je voudrais qu'il me fût donné de sculpter, de tapoter, de mirer les organes d'un si prodigieux petit sac de vie. Quand on parle de Paul Reynaud, ce sont les deux questions qui se posent. Comment arrive-t-il en juin 40 au poste suprême et pourquoi n'accomplit-il pas le geste qui force le destin? Quand il prend le pouvoir, en mars 1940, c'est déjà une figure dans le monde politique. Sa notoriété est internationale, il est intelligent, très intelligent, parfois même jusqu'à l'arrogance. Mais ce n'est pas tout. Depuis le début des années 30, depuis la montée du péril hitlérien, il a une obsession, préparer la France à la guerre. Il est d'ailleurs l'un des seuls à avoir lu Mein Kampf. Que dit-il? Il faut armer la guerre sur 3 plans, militaire, économique et diplomatique. Bien sûr, la droite pacifiste de l'époque le traite belliciste et le voue gémonique. Mais cette haine aurait plutôt tendance à augmenter son prestige auprès de ceux qui veulent mener la guerre contre Hitler. Premier combat pour armer la France, 1931, il préconise la création d'une armée de métier, une armée de choc munie de chars d'assaut. Aussi, quand un certain Charles de Gaulle vient le trouver en 1934, il n'a pas de mal à se laisser convaincre. Il est vrai que l'homme est convaincant. C'est un jeune lieutenant-colonel qui voit arriver dans son bureau, de haute stature, et qui vient lui demander de défendre ses idées, doter la France de corps cuirassés. Paul Reynaud lui répond que malheureusement, il n'a pas le temps de le faire, il est en pleine bataille pour la dévaluation, mais il va lui trouver quelqu'un. Et de Gaulle, ce sera vous ou personne. Devant tant de détermination, il accepte, et pendant 6 années, ils vont mener ensemble ce combat pour armer la France, ne recueillant auprès des militaires que des refus, voire des quolibets. De 1934 à 1940, de Gaulle enverra plus de 70 lettres à Paul Reynaud pour lui dire tous les espoirs qu'il met en lui. Certains y ont vu de la flagornerie, mais quand de Gaulle a une idée dans la tête, et il considère que Paul Reynaud est le seul, pour le moment venu, à pouvoir assumer les responsabilités suprêmes. En 1935, Paul Reynaud dépose un contre-projet, dont le but essentiel, écrit-il, est de réaliser le corps cuirassé tel que de Gaulle l'a défini. Réaction de l'état-major. Ce projet est contraire à la logique et à l'histoire. Il est difficile de se tromper de façon plus éclatante. Il n'est pas mieux accueilli à la Chambre. La gauche, qui a toujours été opposée à une armée offensive, fait bloc contre Paul Reynaud. Mais Léon Blum, avec toute la noblesse de pensée qu'on lui connaît, reconnaîtra son erreur. Écoutez ce qu'il écrit dans ses mémoires. L'argument de Paul Reynaud m'atteignait directement. Je puis dire qu'il pénétrait en moi, et je crois bien m'être écrié à mi-voix aux camarades qui m'entouraient, il a raison. Mais Blum doit assumer les solidarités de son parti, il n'est donc pas totalement libre de ses choix. Tandis que Paul Reynaud, lui, n'est pas tenu de faire des concessions à sa liberté de pensée et d'expression. Pour lui, seul comptent les idées. Il les assène d'ailleurs sans ménagement, pas de fioritures, pas d'effet oratoire, et il payera cher cette liberté de pensée et d'expression. Car s'il est reconnu, il a toujours été isolé. Certes, il appartenait à un parti, l'Alliance démocratique, un parti de centre-droit, mais surtout pour la forme. S'il souhaitait soutenir des idées de gauche, rien ne l'en empêchait. Il fut d'ailleurs très tôt applaudi par ses adversaires et honni par ses amis. C'est avec Léon Blum, d'ailleurs, qu'il réclamera le traité franco-soviétique pour faire bloc contre Hitler, deuxième combat sur le plan diplomatique cette fois. Et cette fois-ci, il déchaîne contre lui la droite et l'extrême droite. Blum, une fois au pouvoir en 1936,
essayera d'ailleurs de faire un gouvernement d'union nationale allant de Paul Reynaud à Maurice Thorez. Les deux hommes, Blum et Reynaud, qui n'étaient évidemment pas du même bord politique, étaient très séduits l'un par l'autre, par l'élégance morale et le talent. Troisième combat, sur le plan économique cette fois. Paul Reynaud est isolé et déjà se rend impopulaire en 1934 en réclamant la dévaluation. Préparer la guerre coûte cher et il est urgent de sortir la France de la crise économique. Or, les prix français sont alors de 20% supérieurs à ceux de l'étranger. Pour cela, une seule solution, la dévaluation. Et il a contre lui cette fois-ci la droite et la gauche. À droite, on le considère comme un traître, aussi bien les petits épargnants que dans les milieux financiers. À gauche, on se retranche derrière cette position confortable qu'est l'absence d'action, assez propre au Parti socialiste français, ni déflation, ni dévaluation. Le directeur de la Caisse des dépôts déclare « Si j'étais préfet de police, M. Paul Reynaud ne dormirait pas chez lui ce soir. On veut le mettre en prison. On en veut même à sa vie puisqu'on lui envoie des lettres de menaces de mort. » Mais finalement, ce n'est pas lui qui fera la dévaluation, c'est le Front populaire en 1936. Quand il devient ministre des Finances en 1938, il prendra des mesures tout aussi impopulaires comme l'assouplissement de la loi des 40 heures, à laquelle les Français étaient tout aussi attachés que celle des 35 heures. Un redressement que le Times qualifiera de miracle français. Au fond, la grande erreur de Paul Reynaud n'a-t-elle pas été de ne jamais respecter la règle du jeu politique, qui est de penser à droite lorsque l'on siège à droite, de même qu'il est coutume de penser à gauche lorsque l'on siège à gauche. Et ceci nous amène à nous poser cette question, qui reste assez actuelle. L'homme politique français peut-il dépasser les clivages traditionnels gauche-droite? Peut-il transcender les partis? Oui, puisque Paul Reynaud, malgré son isolement, fut amené aux plus hautes fonctions. Non, puisqu'on le verra, cette solitude va entraver l'un des bellicistes les plus durs. Les deux hommes sont aussi différents qu'il est possible de l'être. L'un sportif, le corps en alerte, le propos en bataille, l'autre courbant son corps fragile sous une épaisse pelisse, ponctuant d'un pâle sourire chacune de ses paroles dont il était avare. Mais tous les deux ont la même idée élevée de l'action politique et surtout la même vision jusqu'au boutiste de la guerre. Et plusieurs fois, au cours de ce mois de mai, Léon Blum aura martelé ce conseil à Paul Reynaud. Le soutien des mous vous est plus indispensable que celui des durs qui, eux, vous sont acquis. Est-ce pour cette raison que ce jour-là, il appelle aussi Pétain et Végan? C'est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération de communication, destinée à rassurer l'opinion. L'un, maréchal de France, est un symbole, une légende vivante, le vainqueur de Verdun, même si Foch disait en aparté le jour de sa remise de décoration, et quand je pense qu'on l'a amené là à coup de pied dans le cul, cela, Paul Reynaud ne le sait pas encore. Mais quelle erreur, quelle naïveté de penser qu'il pourrait les garder, ces deux hommes, sous son contrôle. Il est à 100 lieues de soupçonner leur état d'esprit. D'imaginer que ce vieux maréchal de 84 ans, un peu sénile, pourra un jour s'emparer du pouvoir. Je me suis trompé sur ces hommes, dira-t-il au procès Pétain. Le clivage se fait immédiatement entre d'un côté Reynaud et Mandel, qui incarnent l'esprit de résistance, de l'autre Pétain et Végan, partisans de l'armistice, autour desquels les ministres vont être de plus en plus nombreux à graviter. 3 juin, il n'y a plus rien espéré, disent les généraux du champ de bataille français. Ce jour-là, Paul Reynaud téléphone à Roosevelt. J'ai eu en main le compte-rendu téléphonique particulièrement émouvant. Reynaud. Monsieur le Président, je m'adresse à vous d'homme à homme. La France subit actuellement un assaut terrible, mais nous sommes décidés à mener la lutte jusqu'au bout. Nous lutterons avec toute notre force
toute notre vaillance, mais le sort entier de notre pays doit se décider au cours des prochaines semaines. Roosevelt. Nous nous rendons parfaitement compte que cette bataille est celle de la civilisation. Vous pouvez compter sur nous. Nous avons vibré en assistant à votre lutte magnifique et nous activerons dans toute la mesure de nos moyens les livraisons d'avions. Paul Reynaud, manifestement ému. Merci de votre sympathie. Nous avons un besoin urgent et rapide de tous les avions qui sont actuellement disponibles chez vous. C'est une conviction profonde chez Paul Reynaud. Renouvelée depuis des mois, la France n'est pas seule. Elle a derrière elle ses alliés, et particulièrement les États-Unis, même s'il sait qu'il faudra attendre un événement extérieur pour que les États-Unis acceptent de rentrer dans la guerre. 5 juin, Paul Reynaud se sépare de Daladier et nomme De Gaulle sous-secrétaire d'État à la guerre. 3 jours plus tard, le front de la Somme est crevé. Il envoie De Gaulle à Londres pour demander des avions en renfort. Paris est menacé. Le gouvernement décide de quitter la capitale pour Bordeaux. Sur les routes, c'est le désastre, la débâcle. Le gouvernement s'arrête sur les châteaux de la Loire. Le président du Conseil s'installe au château de Chissay, où il n'y a qu'un seul téléphone dans les toilettes. On imagine mal l'état de pagaille qui règne. Churchill a dû être effaré, lui qui avait organisé un véritable bunker à côté du 10 Downing Street, avec une salle de standard téléphonique, des salles de réunion, des bureaux, des salles de repos. 12 juin, pendant le Conseil des ministres, Weygand constate que la défaite militaire est consommée. Pour la 2e fois, il réclame l'armistice soutenu par Pétain. L'affrontement est violent entre les 3 hommes. Paul Reynaud s'adresse à Pétain. Vous croyez que vous allez vous entendre avec Hitler comme avec un gentleman? Mais Hitler, c'est Gengis Khan. C'est une guerre paradoxale où ce sont les civils qui veulent se battre et les militaires qui veulent mettre à bas les armes. Ce jour-là, Paul Reynaud accepte cependant que Weygand capitule en métropole pour continuer la guerre depuis Alger. Mais Weygand ne veut pas entendre parler de capitulation. Pourquoi Paul Reynaud n'a-t-il pas dit dès ce moment-là « Moi, j'exprime la volonté du pays, je gouvernerai donc depuis Alger tous les Français qui peuvent encore m'obéir ». Pourquoi n'est-il pas parti, laissant là ses ministres qui voulaient arrêter la lutte? Parce que Paul Reynaud n'est pas l'homme des coups d'État. C'est un parlementaire dans l'âme, attaché à ce régime qui est pour lui la forme la plus aboutie de la démocratie, soucieux des prérogatives du président de la République et des présidents de chambre. Il ne serait jamais parti seul, sans avoir dans l'avion à ses côtés, à gauche, Édouard Herriot, président de la Chambre, à droite, Jules Jeanneney, président du Sénat. C'est un président de la Troisième République. Il ne faut pas perdre de vue, pour comprendre son état d'esprit, que sous la Troisième République, comme sous la Quatrième République, le président du Conseil n'est ni le président de la Cinquième République, ni même son Premier ministre. C'est un président du Conseil, c'est le président d'un comité avec les représentants des différentes factions politiques de la France. Légalement, il ne peut pas décider seul. 15 juin, Reynaud envoie à nouveau De Gaulle à Londres pour obtenir des bateaux en vue du transport d'hommes et d'armement en Algérie. Au Conseil des ministres, il ne peut donc pas s'appuyer sur lui. Soutenu par Georges Mandel, il souligne que les Anglais, il a encore vu l'ambassadeur le matin même, ne nous ont pas déliés de notre engagement. La France perdrait donc l'honneur à demander l'armistice. Paul Reynaud, lui, ne le demandera pas. Il pensait par ce langage intimider les mous. Il se trompait lourdement. Au sein du gouvernement, les partisans de l'armistice prospèrent, relayés, il est vrai, par Hélène de Portes,
qui affiche de plus en plus ouvertement ses opinions pacifistes. 16 juin, premier coup de théâtre. Coup de téléphone de Churchill qui fait cette extraordinaire proposition de fusion franco-britannique. La fusion des deux empires, français et anglais, avec une nationalité commune pour tous les habitants, un parlement et un cabinet de guerre commun. Le geste est sans précédent. Reynaud raccroche, transfiguré de joie, note le général Spears qui était dans son bureau. Cette proposition l'a visiblement réconforté. Il ne lui reste plus qu'à obtenir l'approbation de ses ministres. Mais se confie-t-il à Roland de Margerie, avec ce mépris qu'il peut avoir parfois pour ses congénères? Ces petits bourgeois ont-ils assez d'imagination pour comprendre ce que représente un pareil projet? De fait, la proposition ne rencontre aucun écho. Aucun de ses ministres, même parmi ses plus proches partisans, ne prend position pour le soutenir. Les autres, Végan en tête, interprètent cette proposition comme une tentative de protectorat sur l'Empire français. Il est vrai que la France de l'époque était largement anglophone. Le débat durera 3 heures. À la fin du débat, Paul Reynaud donne sa démission. Ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, c'est difficile de le savoir. Témoins et historiens se sont perdus en conjectures à ce sujet. Mais ce qui est certain, d'après tous les témoignages, c'est qu'il était convaincu d'être rappelé dans un sursaut d'esprit de résistance. Il se trompait, bien sûr, parce que le climat de tension et de passion qui régnait ne permettait plus le jeu des institutions. Deuxième coup de théâtre. Après sa démission, Paul Reynaud se réunit avec le président de la République Albert Lebrun et les 2 présidents de chambre, Jules Jeanneney et Édouard Herriot. Une dernière fois, le destin hésite. Jeanneney et Herriot conseillent tous les deux à Albert Lebrun de reprendre Paul Reynaud. Celui-ci réplique que le président du Conseil sortant ne veut pas traiter avec Hitler et demande donc qu'on lui indique un autre nom. Herriot répond « C'est votre affaire ».